Oui, bienvenue dans ce talk, ce quickie. J'ai 15 minutes, enfin 14 minutes 30 maintenant, pour vous parler de éteindre vos environnements de projet Kubernetes la nuit pour sauver la planète. On a tous envie de sauver la planète. On va en parler. Donc moi, je suis Xavier Hanin, je travaille chez 4SH depuis 15 ans, je suis associé co-dirigeant, je fais du Java depuis longtemps, du Kotlin, du gRPC, du Kubernetes, plein de choses techniques. J'ai créé le Bordeaux Jug à Bordeaux en 2008. J'ai créé Apache Ivy il y a 20 ans, RESTX, voilà, j'ai fait pas mal de choses. Mais aujourd'hui, donc, on parle des environnements projets. Les environnements projets, c'est tout ce qu'on va avoir pendant qu'on développe des solutions. Donc, notamment, on appelle ça des QA, des staging, des recettes, acceptance, démos, etc. Donc, vous en avez des environnements de projet en général. À peu près tout le monde a des environnements de projet. Vous savez un peu combien vous en avez, combien ça émet de CO2? Ça, il y en a qui ont combien ça émet de CO2 à peu près, quelques-uns. Pas beaucoup. En général, on ne se pose pas tant que ça la question. Nous, on s'est posé la question. Un exemple chez 4SH, on est full Kubernetes depuis 2020 sur nos environnements de projet. On a un seul cluster avec un namespace par projet. On a une centaine de namespaces, 26 serveurs qui tournent pour nos environnements de projet avec plus de 1000 pods dessus. Donc ça, c'est les environnements projets donc qui servent à faire nos tests, nos recettes, etc. Ça fait du monde, ça fait pas mal de serveurs. Et donc, on s'est dit comment on peut faire pour réduire l'empreinte carbone de ces environnements. Une des solutions à laquelle on a pensé, c'est que est-ce que chez nous, les gens travaillent H24 pour faire leurs tests et leurs recettes, etc. Oui, il y en a, ouais, non. Non, pas H24. Il y en a qui dorment la nuit quand même. On est une entreprise localisée à Bordeaux et Cabreton, on n'est pas follow the sun. Du coup, la nuit, il n'y a pas besoin de nos environnements de projet. Donc notre utilisation, elle est essentielle sur une plage horaire parce que les horaires sont flexibles, donc de 8h à 20h essentiellement. Il y en a qui commencent tôt, d'autres qui finissent tard. Un peu plus exceptionnellement, ça peut déborder, des gens qui peuvent commencer à 7h ou terminer plus tard jusqu'à 15h. Et il peut y avoir quelques cas d'urgence. Donc ça, c'est un peu l'analyse de nos besoins par rapport à nos tests, qui était le premier point. On s'est dit, si on veut arrêter les environnements, quand est-ce qu'on peut les arrêter et comment on fait pour tenir compte des habitudes un petit peu de nos utilisateurs, qui sont les testeurs, finalement, les gens qui viennent tester. Du coup, partant de ça, on s'est dit comment on fait pour éteindre ces environnements. On ne va pas demander à chacun, en partant le soir, d'appuyer sur le bouton off des serveurs. Bien sûr que tout le monde oublierait. Déjà, pour les lumières, ce n'est pas évident. Alors, pour les environnements projets, je ne vous dis pas. Et du coup, on a cherché un petit peu une solution pour faire ça. Et ça tombe bien, il y a une solution open source qui s'appelle KubeDownscaler, qui est fait par un certain H. Jacobs, et qui permet exactement de faire ça. Donc, c'est très simple. On vient installer cette solution, c'est un deployment qu'on va installer dans notre cluster Kubernetes. Et ce deployment, il va être chargé d'aller vérifier des règles d'extinction ou d'allumage de vos workloads. Donc les deployments, stateful set, les cron jobs, ce type de choses-là. Et il va donc aller vérifier est-ce que je dois éteindre, est-ce que je dois allumer. Donc on déploie ça très facilement. Et puis, il va gérer pour nous, quand la nuit arrive, il va venir éteindre nos workloads. Très bien. Il est très simple à configurer. On va simplement lui indiquer un default uptime. Ça, c'est une config. Il y a plein de configs possibles, mais c'est une config que nous, on utilise. Donc, je donne un peu les exemples. Donc, un default uptime, là, on lui dit, par défaut, tu seras up du lundi au vendredi, de 6h30 à 23h, heure de Paris. Donc, il gère les décalages horaires, l'heure d'été, etc. Très bien. Ensuite, on lui dit quel type de ressources, quel type de workload on va vouloir gérer. Donc, ici, deployment, stateful set et cron job. Il se charge lui-même de les arrêter, mais aussi de les rallumer dans l'état dans lequel ils étaient avant l'extinction. Donc si vous avez des deployments qui sont scalés à 5, il les remet à 5. S'il y a des deployments qui étaient scalés à 0, il ne va pas les redémarrer. Les cron jobs qui étaient suspendus, il ne va pas les réactiver, etc. Ensuite, une option qui est très pratique, c'est qu'on peut exclure certains namespaces de cette extinction. Donc souvent, ce qu'on exclut, c'est kubesystem, application system, donc des namespaces qui sont plutôt système et qu'on veut conserver également pendant les heures d'extinction. Et enfin, on lui donne un petit paramètre qui est un intervalle, parce que c'est simplement une boucle qui passe. Donc là, c'est toutes les 60 secondes qui va aller vérifier est-ce que je dois downscaler des choses ou upscaler des choses. Très bien. Donc voilà. En 5 minutes, comment on peut arrêter nos environnements projets la nuit avec ce petit KubeDownscaler. C'est top simple. Et ça y est, mes serveurs, ils sont verts. Bon. Il reste un truc à gérer, c'est les cas exceptionnels. Là, j'ai donné une plage horaire qui était bien fixe, mais comment je vais faire pour gérer mes cas exceptionnels?
On a une annotation qui permet de mettre un force uptime à true pour forcer le redémarrage, le maintien en vie un petit peu d'un environnement projet. Donc on met ça sur le namespace, on travaille par namespace, donc on met ça sur le namespace et hop, il va rester up tout le temps. Le problème, c'est que si vous faites ça, les gens ils vont oublier de l'enlever. Ils vont le faire quand ils en ont besoin, puis après ils oublient de l'enlever, et du coup cet environnement il va rester up tout le temps, et là, de nouveau, vous ne sauvez plus la planète. Donc il vaut beaucoup mieux réserver un uptime exceptionnel, et pour ça, vous avez la possibilité d'utiliser une annotation. Donc là, vous annotez le namespace que vous souhaitez. Ici, c'est MacUA. Et puis, vous allez préciser un downscaler / force uptime. Et vous pouvez préciser une période avec des heures qui sont cette fois en absolu. Donc, vous devez tenir compte un petit peu de votre décalage horaire. Donc là, typiquement, je demande à démarrer mon environnement demain, 11 novembre, de 8h du matin à 15h. Et à ce moment-là, il va le démarrer à 8h. Donc, je peux le préparer à l'avance. Mon événement exceptionnel, ou juste le demander tout de suite. Imaginons, je suis demain, il est 9h, et donc là, je demande à le démarrer, mais je prévois tout de suite le moment où je voudrais l'arrêter, à la fin du week-end ou un autre moment. Donc ça, c'est une petite... c'était pas supporté sur Cube Downscaler il y a 4 ans, quand on a commencé à l'utiliser, et c'est une contribution, là, vous avez le lien sur la PR que j'ai faite pour avoir ce support-là. Et du coup, avec ce support, ça y est, on a, quand survient la nuit, nos workloads qui s'éteignent, et on est super content, on gère aussi nos cas exceptionnels. Tout va bien. Tout va bien, sauf que presque. Si vous êtes sur des clusters Kubernetes qui sont entièrement managés, où vous ne gérez que vos workloads, c'est bon, vous arrêtez vos workloads et puis du coup, vous économisez vos ressources. Donc ça, c'est le cas si vous utilisez des choses comme GKE Autopilot ou du Fargate de Amazon. Mais nous, on est plutôt sur des clusters managés, mais sur lesquels on a des nodes qu'on vient gérer nous-mêmes. Et dans ce cas-là, si la nuit, on vient juste éteindre nos workloads, au final, j'ai toujours mes nœuds qui tournent. Et mes nœuds, c'est eux qui ont la ressource, qui ont les CPU, qui ont la RAM. Et donc, c'est eux qui consomment. Donc, je n'ai pas encore résolu mon problème. Pour adresser ça, on va essayer d'adresser ça avec de l'autoscaling de worker node. Donc ça, c'est supporté sur tous les clusters Kubernetes managés. Et en général, c'est là-dessus qu'on peut économiser plus facilement parce que c'est eux qui gèrent finalement la ressource, vraiment les vrais serveurs physiques derrière. Et du coup, on va simplement se dire, au fur et à mesure que j'enlève mes workloads, très bien, j'enlève mes workloads, et du coup, l'autoscaling de worker node derrière va de lui-même venir éteindre mes nodes. C'est facile, c'est un paramétrage en général sur n'importe lequel des clouds du marché, des clusters Kubernetes du marché, un paramètre et on est tout bon. On est tout bon, presque. Attention parce que souvent vous allez vouloir conserver certaines choses pendant la nuit, pendant les week-ends et ne pas les arrêter à ce moment-là. Il y a notamment une des choses que vous ne devez pas arrêter, c'est le downscaler lui-même. Parce que le downscaler, en général, vous le faites tourner sur votre cluster Kubernetes et si vous l'éteignez lui aussi, en fait, il ne pourra pas rallumer les environnements. Il n'y aura vraiment plus aucun nœud. Donc vous avez besoin de conserver au moins un nœud. Et une chose à bien savoir aussi, c'est que sur Kubernetes, il suffit d'un pod qui n'est pas démon pour que le nœud sur lequel tourne ce pod soit maintenu allumé. Du coup, si je reprends un exemple ici, j'ai 3 nœuds. Je viens éteindre petit à petit mes workloads au moment du downscaling. Mais là, j'avais un applicatif Z qui est réparti entre nœud 1 et nœud 2. Donc, on peut éteindre le nœud 3, mais finalement, j'ai conservé mon nœud 1 et mon nœud 2, donc je n'ai pas bien répondu, je n'ai pas optimisé mes ressources que je viens éteindre. Donc, c'est le dernier point qu'on essaie de régler. Donc, là-dessus, on peut essayer de le régler avec ce qui s'appelle les PDB, Description Budget. Donc, vous pouvez indiquer au scheduler de Kubernetes que vous autorisez, en fait, vous l'autorisez à venir enlever des pods que normalement vous devriez avoir. Donc un deployment à 2, par exemple, il peut descendre en dessous de 2 pour enlever des pods, passer à 1, le temps de le rescheduler ailleurs pour optimiser ses ressources. Mais ça ne marche pas bien, ça ne marche pas dans tous les cas, notamment quand on doit passer à 0. Il y a 4 ans en tout cas, moi je n'avais pas réussi à le faire fonctionner pour que vraiment il arrive à scaler à 0 les éléments pour les rescaler après, à les avoir reschedulés. Du coup, on a plutôt pris une approche de nœuds qui sont dédiés en fonction des workloads, parce qu'on a vraiment des workloads qu'on veut conserver tout le temps. Donc typiquement le Kube Downscaler et puis des éléments vraiment système. Et les workloads qui sont vraiment les environnements projets, donc on va upscaler, downscaler. Et du coup, pour ça, on va utiliser ce qui s'appelle des taints et des tolerations. Donc il y a un mécanisme de Kubernetes
que vous connaissez peut-être. Donc le taint, c'est quelque chose qu'on met sur un nœud et qui va repousser les pods, qui va faire le scheduler Kubernetes ne va pas scheduler des workloads dessus. Et à côté de ça, vous avez toleration. Les tolerations, c'est ce qui va indiquer justement qu'une workload peut être schedulée sur un nœud qui a la même taint. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement mettre des taints sur les nœuds qu'on veut dédier à la partie système, donc qui resteront up tout le temps. On met une taint et sur les workloads correspondant à la même toleration. Et de l'autre côté, une sur les nœuds en autoscale avec la toleration correspondante. Une fois qu'on le sait, c'est simple à faire. Donc là, c'est un exemple dans GKE. En fait, on a directement sur la description d'un node pool, on vient indiquer les taints au moment où on le crée. Donc on peut faire ça aussi avec les API du Terraform, etc. Donc ici, on utilise une taint noSchedule, donc qui lui dit vraiment de ne pas scheduler les éléments. Et le paramètre qu'on lui passe, c'est Dedicated Application. Ensuite, sur la description du pod, en général via le deployment ou le stateful set, on va lui indiquer dans sa spec une toleration avec un effect noSchedule qui Dedicated Value Application. Donc la même chose, et ça va permettre d'aller scheduler ces workloads et donc de les spécialiser, d'avoir des nœuds spécialisés là-dessus. Et grâce à ça, le scheduler en lui-même va directement venir scheduler mes workloads système sur un nœud dédié au système et mes workloads applicatives sur mes nœuds dédiés à l'applicatif. Et une fois qu'on a fait ça, on est content. Quand survient la nuit, le downscaler, il éteint tous les éléments qui sont downscalables la nuit, et du coup, il peut éteindre mes nœuds et conserver uniquement la partie système. Et on a réussi à économiser le plus de ressources possible. Les tolerations qu'on veut mettre sur les workloads applicatifs, ça peut être un peu compliqué parce qu'il faut modifier les descriptions de nos deployments applicatifs. Et donc là, on pourrait demander à toutes les équipes projet d'aller rajouter soit dans des charts Helm ou dans des deployments customized, des configurations customized, d'aller rajouter cette information sur les tolerations. Ça serait un peu pénible de demander ça à tous les projets. Et du coup, on va plutôt utiliser un mutating webhook de Kubernetes qui permet en fait à chaque fois qu'on déploie des workloads dans un namespace, si le namespace est de type applicatif, en fait, il y a une notation pour ça, le mutating webhook va vérifier ça, il va modifier directement la description du pod, donc venir rajouter dans sa spec la toleration correspondante. Donc ça, c'est des mécanismes de Kubernetes que vous pouvez implémenter de votre côté. Le résultat là-dessus, c'est que on utilise ça sur l'ensemble de nos projets depuis 4 ans. Ça peut sembler, on a des plages assez larges, puisqu'on démarre à 6 h du matin et on éteint à 23 h, donc on peut se dire que ça reste allumé très longtemps dans la journée. Mais en réalité, ça fait 46% d'économie en termes de nombre d'heures, parce que l'extinction des week-ends est quand même importante. Et ça fait donc autant d'économies d'énergie, de CO2 et d'argent aussi, pour ceux que ça intéresse. L'économie en 4 ans, elle est difficile pour nous à évaluer précisément. On ne fait pas de mesure exacte, mais environ par rapport à notre nombre de serveurs, nos 26 serveurs sur nos clusters, ça nous fait environ 250 000 compute hours qui ont été économisés, plus d'1 million de vCPU hours qu'on a économisé en 4 ans, donc c'est pas rien. En CO2, là, c'est assez compliqué à calculer, mais j'ai essayé d'évaluer par rapport à la conso électrique. Nous, nos data centers, ils sont basés en Belgique, parce que la région France n'existait pas à l'époque où on a commencé à créer nos clusters, il y a 4 ans. Et du coup, on est en Belgique avec des émissions de 123 grammes de CO2 par kilowattheure. L'évaluation de la consommation n'est pas donnée par Google, donc on n'a pas exactement de combien consomment nos serveurs. Donc j'ai essayé d'évaluer vraiment très facilement cette partie-là, enfin de façon très approximative. Ça fait environ 2 tonnes de CO2 qu'on a économisé comme ça, et environ 20 000 € d'économie. C'est un minimum. Nous, on utilise des instances spot, donc qui sont 4 à 5 fois moins chères que les instances normales. Donc on aurait économisé sur des instances normales, on aurait économisé 100 000 €. Et on a économisé 20 000 €, donc c'est pas rien quand même. Ça vaut le coup d'investir s'il y a des gens qui cherchent à convaincre des décideurs avec de l'argent, ça peut faire partie des arguments. Voilà, vous, du coup, vous y passez quand? Si vous voulez aussi aller plus loin et utiliser une UI pour pouvoir démarrer vos environnements, s'il y a des gens de test qui ne peuvent pas poser ces annotations pour aller démarrer les environnements, nous on a développé une petite UI. Là-dessus, vous pouvez le faire de votre côté ou nous contacter. Et donc, dans l'UI, on peut régler directement son planning, indiquer si on veut, comme ça, un différent planning, et puis demander à arrêter, démarrer un environnement pour quelques heures, etc. Donc, on a fait une petite UI web pour ça, pour faciliter les choses. Et cette UI web elle reste up, forcément, pendant les downtime.
Voilà, si vous avez des feedbacks, vous avez le QR code là pour Open Feedback. J'apprécierais beaucoup que vous me fassiez vos feedbacks là-dessus, puisqu'on n'aura pas le temps malheureusement pour des questions. On a également un stand 4SH, donc n'hésitez pas à y passer, j'y serai pour vos questions ou après le talk là directement. Et si vous voulez que 4SH fasse un don à une association écologique en votre nom, n'hésitez pas à passer aussi sur le stand. Merci à tous pour votre attention.